Merci Alain, merci de cette invitation et de cette présentation. Je voudrais souligner d'ailleurs, je le citerai dans un instant, que Alain Prochian a lui-même participé à un élément mais essentiel de cette réédition des œuvres de Bergson dont il parlait il y a un instant, puisqu'il a bien voulu nous donner une postface à la réédition d'un texte dont je vais parler, bien sûr, l'intervention de Bergson, ici même il y a 100 ans, en hommage à Claude Bernard, qui est maintenant réédité avec une postface d'Alain Prochian. Et en fait, c'est l'un des aspects de ce que je vais essayer de vous proposer ce matin, dans un événement dont je mesure l'importance et où je retrouve aussi plusieurs intervenants, dont Alain Prochian lui-même, qui l'avait d'ailleurs ouvert, d'un colloque qu'on avait organisé sur le moment du vivant aujourd'hui à Cerisy en août dernier, et qui sera prochainement publié, et dont cet événement, je crois, aujourd'hui fait pleinement partie. Donc je suis très heureux d'y participer et très reconnaissant aussi dans cet hommage à Claude Bernard qui est très interdisciplinaire et qui combine autant d'aspects qu'il y a de facettes dans le travail de son organisateur, d'Alain Prochian lui-même. Et je vais en effet m'adresser en un sens aussi aux organisateurs de cette journée. Je voudrais en effet, dans cet exposé, je voudrais revenir sur un geste philosophique précis. Un geste philosophique précis, très déterminé, opéré à propos de ce qu'on pourrait appeler le vitalisme par deux philosophes du XXe siècle en France, deux philosophes qui seront donc au cœur de cet exposé. Mais je voudrais revenir sur ce geste opéré par ces deux philosophes pour poser la question de sa pertinence, de la pertinence de ce geste philosophique pour deux autres auteurs qui, eux, sont des biologistes ou des physiologistes. Donc revenir sur un geste opéré par deux philosophes, mais pour poser la question de sa pertinence à deux biologistes, dont l'un est l'objet de ce séminaire d'aujourd'hui, Claude Bernard, dont nous fêtons le bicentenaire, et dont l'autre est son organisateur, Alain Prochian lui-même, que je remercie donc plus que jamais encore de cette invitation et de ces discussions communes, et à qui, en un certain sens, je terminerai en posant une question très directement, à laquelle il voudra ou non répondre. Ce geste philosophique dont je voudrais parler aujourd'hui, et qui me paraît donc appeler ce que je désignerais comme une question en retour, un geste à double sens en quelque sorte, on va le voir, un geste qui va dans une direction mais qui pose une question dans l'autre direction comme en retour de cette première direction. Ce geste philosophique, je voudrais commencer par le nommer d'une façon un peu directe, un peu réductrice aussi, mais pour mieux le cerner d'abord avec les deux philosophes dont j'ai parlé, avant de revenir aux deux savants que j'ai indiqués aussi. Ce geste philosophique très précis, ce serait en effet le suivant: opérer un déplacement de la question du vivant et de son irréductibilité depuis l'objet vers le sujet de la biologie. Opérer un déplacement de l'irréductibilité du vivant, et donc en un sens de la question du vitalisme, mise entre guillemets comme désignant philosophiquement la thèse d'une irréductibilité du vivant à toute autre explication, quelle qu'elle soit d'ailleurs, aussi bien en deçà du vivant de manière physico-chimique ou au-delà d'une manière spirituelle. Donc, déplacer cette question de l'irréductibilité du vivant de l'objet de la biologie vers son sujet. Tel est le geste qui va faire l'objet de mon exposé, finalement, ce matin. Le premier auteur, le premier philosophe, ou le premier texte plus précisément, car je vais m'appuyer ici sur un texte précis, et que j'ai déjà évoqué d'ailleurs, chez qui je voudrais décrire ce geste de déplacement, et chez qui ce geste est peut-être particulièrement inattendu comme philosophe et dans le texte et le contexte précis où il apparaît. Ce premier auteur, c'est donc, et
vous vous y attendrez en partie, après les introductions qui ont été faites. Ce premier auteur, c'est donc Henri Bergson. Il y a 100 ans aujourd'hui, pas tout à fait, puisque l'exposé de Bergson date du 30 décembre 1913. À l'époque, il n'y avait pas une sorte d'interdit marqué par des vacances, visiblement, puisqu'on faisait des colloques le 30 décembre. Et c'est ce qui est tout à fait impossible, évidemment, aujourd'hui. Mais bon, il y a 100 ans, donc, à peu près, aujourd'hui, dans le même lieu, là aussi, sans doute pas tout à fait exactement, mais néanmoins, au Collège de France, on en a une photo, d'ailleurs, donc on doit pouvoir reconstituer la salle où cet événement a eu lieu. Il y a 100 ans exactement, donc, ou à peu près, en 1913, Bergson est appelé à célébrer le centenaire de Claude Bernard. Et on s'attend, bien entendu, en 1913, à ce que l'auteur de l'Évolution créatrice, qui est paru 6 ans auparavant, en 1907, et qui suscite la controverse que l'on sait, dont on se rappelle, on s'attend à ce que le penseur de l'élan vital, qui donc est déjà en train de circuler dans toute l'Europe comme une formule qui échappe à son auteur, une formule un peu diabolique, même en un certain sens, qui devient une image et un mot de passe, voire un mot d'ordre dans l'Europe intellectuelle et au-delà de ce début du XXe siècle. On s'attend à ce que le penseur de l'élan vital saisisse cette occasion pour venir en quelque sorte enrôler Claude Bernard sous la bannière de son vitalisme renouvelé, enrôler le penseur de l'introduction à la médecine expérimentale dans la métaphysique de l'évolution créatrice. Et cela à la faveur, bien entendu, de la tension jamais entièrement surmontée chez Claude Bernard entre le refus d'un côté de tout principe vital, métaphysique, qui reste pour lui le propre du vitalisme. Le vitalisme reste associé chez Claude Bernard à la métaphysique d'un principe indépendant, expliquant les phénomènes vitaux, et qu'il refuse absolument. La tension donc entre ce refus du vitalisme et du principe vital et l'affirmation néanmoins persistante et très cohérente dans toute sa philosophie, et d'abord dans l'introduction à la médecine expérimentale, à l'étude de la médecine expérimentale, l'affirmation d'une spécificité de la physiologie comme science, pour laquelle Claude Bernard forge le concept d'idée organisatrice dans le vivant, et pas seulement de milieu intérieur, comme fondement épistémologique central, néanmoins, de sa physiologie, idée organisatrice qu'il appuie notamment sur l'autre idée fondamentale que je vais réévoquer aussi dans un instant, de création à l'œuvre dans le vivant. Connaissant cette tension, cet usage de la notion aussi de création et de principe organisateur ou d'idée organisatrice, on pourrait s'attendre à ce que l'auteur de l'évolution créatrice vienne enrôler, encore une fois, le penseur de la vie comme création, malgré son refus du vitalisme métaphysique, dans une pensée de la vie. Or, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Contrairement à cette attente, à mon avis très, très forte, on peut imaginer que le public en frissonnait d'avance. Il faut se souvenir qu'en 1913, on est au sommet du bergsonisme, d'une sorte de développement, encore une fois, dans toutes les sphères de la culture, de cette idée de l'élan vital. Contrairement à cette attente, et malgré une revendication très forte que Bergson donne à son hommage dès son titre, Bergson va donc décevoir cette attente. Il y a en effet une revendication très forte dans le titre de l'hommage de Bergson à Claude Bernard. Ce titre, qui reste aujourd'hui le titre du texte recueilli dans la pensée et le mouvant, consiste en effet pour Bergson à revendiquer ce qu'il appelle la philosophie de Claude Bernard. Philosophie de Claude Bernard, ça n'est pas un titre anodin, c'est véritablement une revendication très forte. Mais il précise aussitôt, dans un passage déterminant du texte, bien entendu, ce qu'il entend par là. Je cite Bergson, à la page 4, désormais, de l'édition Antifascicules séparés, avec la postface de notre hôte d'aujourd'hui. « Quand je parle de la philosophie de Claude Bernard, écrit Bergson, quand je parle de la philosophie de Claude Bernard, je ne fais pas allusion à cette métaphysique de la vie qu'on a cru trouver dans ses écrits et qui était peut-être assez loin
de sa pensée. Quand je parle de la philosophie de Claude Bernard, je ne fais pas allusion à cette métaphysique de la vie, etc. Bergson, en effet, d'une manière beaucoup plus nette qu'on aurait pu le croire, en un certain sens, loin de jouer sur la tension que je viens d'indiquer, et qui est présente chez Claude Bernard entre le refus du vitalisme et l'affirmation d'une spécificité, d'une irréductibilité de la physiologie, affirme au contraire très nettement, dans le paragraphe qui est ouvert par la phrase que je viens de citer, affirme et confirme très nettement et approuve le refus radical de la part de Claude Bernard du vitalisme. Il revendique le maintien par Claude Bernard du déterminisme scientifique à l'œuvre dans les phénomènes du vivant, tout en reconnaissant, et je pense que c'est un des premiers textes qui établit clairement, et justement, comme toujours, au fond, c'est quand ça vient d'un auteur, on s'attend à ce qu'il maintienne une sorte d'ambivalence, que la revendication de netteté est la plus forte. C'est toujours du côté d'où on ne l'attend pas que ça a le plus de force, que les idées ont le plus de force. Bergson est un des premiers à bien souligner le fait que l'idée d'idée vitale, justement, chez Claude Bernard, de principe organisateur, a un rôle purement épistémologique et non pas métaphysique, qu'il s'agit de l'évoquer, je cite, non pas comme une force, mais comme une explication, et qu'elle ne renvoie en rien dans la pensée de Claude Bernard à un reste de vitalisme sous le signe d'une force vitale éventuelle, mais purement et simplement à une démarche épistémologique visant, je cite, et c'est une autre formule très forte de ce texte de Bergson, dont d'autres formules sont restées très célèbres, moins à définir la vie que la science de la vie. Donc Bergson souligne bien que le but de Claude Bernard n'est pas de définir la vie, ce qui n'intéresse pas Claude Bernard, mais la science de la vie. Et de même, à propos du terme de création, Bergson ne le mentionne que pour l'écarter de la démarche scientifique comme telle, sous-entendant aussi au passage, comme Alain Prochian l'a rappelé d'ailleurs dès son premier petit livre, à mon avis fondamental sur Claude Bernard, sous-entendant au passage que Claude Bernard ne s'est pas intéressé à la question de l'évolution comme telle, n'a pas en réalité traité du même problème que lui-même Bergson dans l'évolution créatrice, et que finalement il faut maintenir strictement les frontières entre la fondation de la physiologie comme science sur une idée vitale comme principe épistémologique, d'un côté, et de l'autre côté, la métaphysique de la vie, que Bergson revendique certes pour lui-même, mais dont il ne cherche pas à mélanger les frontières et les démarches avec celle de Claude Bernard. Mais la deuxième citation que je viens de faire nous oblige déjà à aller plus loin. Cette citation où Bergson écrit donc que Claude Bernard a cherché à définir moins la vie que la science de la vie. Cette deuxième remarque, en effet, m'amène au véritable sens de la démarche de Bergson dans ce texte. Au véritable sens de la démarche de Bergson dans ce texte. En effet, à la suite de ce refus de confusion, de ne pas revendiquer une métaphysique de la vie chez Claude Bernard, le geste de Bergson consiste à s'intéresser de plus près à la philosophie de Claude Bernard à travers sa méthode expérimentale. Et donc, d'une certaine manière, à approfondir le geste épistémologique de Claude Bernard, la démarche théorique du biologiste et non pas l'objet scientifique du biologiste. Et ce déplacement de la métaphysique de la vie vers l'étude de la méthode expérimentale est en apparence, mais évidemment ça va un peu plus loin, est en apparence justement purement méthodologique ou épistémologique. C'est ce que Bergson dit très clairement, cette fois-ci, à la première phrase du texte. Le texte s'ouvre, et encore une fois, il faut se replacer dans un amphithéâtre comme celui-ci en 1913, où on s'attend encore une fois à ce qu'il y ait une sorte d'élan qui emporte Bergson. Pas du tout. La première phrase du texte de Bergson, c'est la suivante. « Ce que la philosophie doit avant tout à Claude Bernard, c'est la théorie de la méthode expérimentale. » Et donc on retrouve ici
100 ans avant sa transposition informatique, une revendication très précise, c'est bien la théorie de la méthode expérimentale. Bergson, dans ce texte, va la décrire d'une manière qui est restée célèbre, et il est assez rare, en philosophie en tout cas, qu'on évoque la méthode expérimentale de Claude Bernard sans évoquer la manière dont Bergson l'a décrite, présentée, analysée, qui reste un classique du genre et qui est presque devenu aussi célèbre que son objet, et sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que derrière ce retrait de la métaphysique vers l'épistémologie, se cache en réalité pour Bergson une autre question métaphysique. Une autre question métaphysique. Bergson ne se contente pas, en réalité, d'étudier la démarche expérimentale pour elle-même. Il donne à la démarche expérimentale en biologie, et on pourrait même dire de manière plus précise, à l'obligation pour la biologie de procéder de manière expérimentale, un sens philosophique et même métaphysique. Quel est ce sens philosophique et même métaphysique? Non plus dans l'objet de la biologie, la vie, mais dans le sujet, on doit déjà dire le sujet de la biologie, c'est-à-dire l'expérimentateur, le biologiste en tant qu'expérimentateur, le biologiste ou le médecin en tant qu'il n'a pas le choix de ne pas être expérimentateur. Ce sens de la démarche doit, à mon avis, se résumer dans une phrase de ce texte, dont ce sera la dernière citation que je vous proposerai ce matin. Une phrase de ce texte tout à fait centrale, qui concentre aussi l'enjeu de tout le recueil où ce texte sera réédité par Bergson et qui est sa dernière publication en 1934, intitulée « La pensée et le mouvant », et en un sens de toute sa philosophie. Cette phrase, c'est la suivante, dont on trouverait des échos, des transpositions presque littérales dans chacun des textes du volume. Ce n'est pas évidemment mon objet ici de le montrer. À propos de Claude Bernard, donc, je cite, « Il a aperçu », Claude Bernard, donc, dans sa démarche expérimentale, il a aperçu, il a mesuré l'écart entre la logique de l'homme et celle de la nature. L'écart entre la logique de l'homme et celle de la nature. Retenons d'ailleurs l'expression forte, paradoxale, là aussi dans la bouche de Bergson, d'une idée d'une logique de la nature et d'une logique de l'homme. Comment Bergson interprète-t-il en effet la nécessité pour le biologiste de passer par l'expérimentation et de se laisser en quelque sorte surprendre par elle, non pas dans toutes les sciences, en un certain sens pour lui, on pourrait dire la physique, paradoxalement, est avant tout déductive et non pas expérimentale, enfin en tout cas c'est un aspect qu'on pourrait soutenir, mais pour la biologie très précisément. La nécessité de l'expérimentation pour le biologiste vient précisément montrer, selon Bergson, l'impossibilité d'une biologie déductive, l'idée d'un écart entre ce que notre pensée peut concevoir a priori du vivant et la réalité du vivant telle qu'elle nous est donnée dans l'expérience. C'est, on pourrait dire, un refus de l'a priori. La nécessité de l'expérimentation prouve précisément le refus de toute biologie déductive, l'idée que le réel, dans le cas de la biologie, déborde de notre connaissance. Bien sûr, dans le texte, Bergson se contente de dire « voilà ce que fait Claude Bernard et voilà comment procède la démarche expérimentale » et son apport est dans le contenu de la méthode expérimentale. Mais derrière cette analyse du contenu de l'expérimentation bernardienne, il y a la philosophie de la connaissance bergsonienne. Or, cette philosophie de la connaissance, qui se réduit en apparence à un principe de méthode, c'est-à-dire l'impératif de l'expérimentation, est liée en réalité à deux thèses métaphysiques liées à la vie. Premièrement, il y a une temporalité, au fond, c'est ici qu'il faudrait réintroduire l'idée de durée, ça n'est pas mon objet, disons une spécificité du vivant, comme liée à sa temporalité, qui est incompatible avec la forme spatiale de notre connaissance, elle-même liée à la structure biologique de l'espèce humaine. Et donc finalement, l'écart entre la logique de l'homme et celle de la nature est deux fois lié à la question de la vie. Il y a une réalité de la vie qui échappe à la structure de ce vivant qu'est l'homme et qu'il faut définir par son intelligence, par sa logique que la vie a programmée, selon Bergson évidemment, pour travailler sur des corps solides avec des structures mathématiques, la physique mathématique étant parfaitement adéquate à son objet et d'une certaine façon
pouvant, elle, procéder de manière quasi déductive. La physique peut procéder de manière déductive parce que, ici, la logique de l'homme est adaptée à celle de la nature, espace et espace. La biologie ne peut pas procéder de manière déductive parce que là, il y a un écart. Quel est l'intérêt de cette démarche? Et je vais conclure maintenant sur Bergson. C'est le point que je voulais souligner et que j'avais annoncé dès le début. C'est que derrière le geste de retrait bergsonien de la métaphysique vers l'épistémologique, de l'objet de la connaissance vers le sujet de la connaissance, de la métaphysique de la vie vers l'épistémologie de l'expérimentation, on voit bien qu'il y a aussi un geste de retour de cette nécessité de l'expérimentation, une thèse, un retour de la métaphysique implicite dans le texte sur Claude Bernard, il ne s'agit pas de l'attribuer à Claude Bernard, c'est-à-dire la nécessité de l'expérimentation nous force de nouveau à poser la question de l'irréductibilité du vivant, à la fois dans l'analyse du sujet de la connaissance, qui est un vivant, ici l'homme défini par la structure de son cerveau et de son esprit, et le vivant qu'il cherche à connaître. C'est un vivant qui connaît le vivant, même si le savant doit suspendre cette dimension du vivant pour connaître le vivant lui-même, suspendre la réflexion métaphysique sur les deux termes ultimes de la relation concrète de connaissance, le sujet et l'objet de la connaissance de la biologie. Tel est donc le premier geste, le premier exemple de ce geste que je voulais souligner, déplacement de l'objet vers le sujet, mais en même temps, retour depuis le sujet vers l'objet, vers la question de la vie. Tel est le premier geste que je voulais souligner dans le centenaire bergsonien de Claude Bernard, ici même, il y a 100 ans maintenant. Nous sommes le centenaire était à mi-chemin, évidemment, de Claude Bernard et de notre présent aujourd'hui. Je voudrais souligner rapidement une deuxième version du même geste. Une deuxième version du même geste qui est opérée 50 ans plus tard, environ, même si je vais revenir sur un événement de l'année 1963, donc, dont on fête d'ailleurs concrètement le cinquantenaire, cette fois aujourd'hui en 2013. Le deuxième geste est opéré 50 ans plus tard environ, mais de manière non moins décisive par un deuxième philosophe de la vie au XXe siècle en France. Peut-être le plus important d'ailleurs, en un certain sens, en tout cas celui qui reformule tous les problèmes, et qui n'est autre, je l'avais annoncé dans le titre proposé pour cette intervention, que Georges Canguilhem. Je parle de 1963, mais en réalité, je me concentrerai pour évoquer le geste de Canguilhem sur un texte publié en 1966 et où il n'est pas mention directement, où il n'est pas fait mention de Claude Bernard. Mais en réalité, l'attachement de Canguilhem à Claude Bernard persiste dans ce texte à travers ce geste même dont je vais parler dans un instant. Quel est le geste effectué par Claude Bernard, de ce lapsus, par Canguilhem, par Georges Canguilhem, en 1966, dans ce texte intitulé « Le concept et la vie », qui vient occuper une place très spécifique dans un recueil intitulé « Études d'histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie », où il remplit à lui tout seul une section intitulée « La nouvelle connaissance du vivant ». Le geste de Canguilhem dans ce texte est exactement le symétrique, en un certain sens, du geste de Bergson en 1913. Georges Canguilhem cherche en effet dans ce texte à interpréter la révolution scientifique que constitue la biologie moléculaire, la découverte de la génétique et de l'ADN. Quel est le défi posé par ce qui sera bientôt appelé, 5 ans plus tard, par François Jacob, la logique du vivant? Nous retrouvons toujours cette tension entre la logique et le vivant. Logique de l'homme et de la nature, logique du vivant. Le défi jeté à Canguilhem est le suivant, c'est que Canguilhem, en 1943, on est toujours au fond on peut toujours dire qu'on fête ici des anniversaires, dans son livre sur le normal et le pathologique, Georges Canguilhem avait posé une irréductibilité du vivant à tout concept, à toute logique, une irréductibilité du vivant, d'abord définie par une activité normative, et non pas par une soumission à une norme extérieure à lui, qui se traduit notamment dans l'expérience de la maladie. Le vivant était un sujet de sa propre vie à travers l'activité normative dans l'expérience de la maladie et de la santé.
Or, de manière extrêmement rigoureuse, par une sorte de tour sur lui-même, Canguilhem est amené à renoncer à cette thèse sur le vivant à travers la découverte de la logique du vivant dans la biologie moléculaire et à admettre que la vie est désormais du concept. La vie, c'est du concept. C'est la métaphore du langage doit être prise au sérieux, remontant jusqu'à Aristote, renvoyant Bergson à ses études. Cette fois-ci, il y a une critique radicale de Bergson dans ce texte de 1966. On doit penser la vie comme du concept. La logique du vivant est sans reste, en apparence. Mais ici intervient le même geste que Bergson, c'est-à-dire que l'irréductibilité du vivant à du concept, qui ne peut plus être défendue du côté de l'objet de la biologie, revient du côté du sujet de la biologie. Non plus du côté du vivant, mais du côté du biologiste lui-même, du côté du savant. Le savant reste un vivant, et il reste un écart entre la logique et le vivant. Et cet écart se traduit dans l'expérience du biologiste par une négativité qui, avant même de prendre la forme la plus rigoureuse dans cette philosophie de la connaissance, qui sera celle de l'erreur en biologie, prend celle plus minimale encore de ce que Canguilhem, dans une citation que je trouve extraordinaire, appelle l'insatisfaction. Tel est le retournement magistral qui apparaît à la fin de ce texte de 1966. Je cite : « Être sujet de la connaissance, dit Canguilhem, et on retrouve la question du sujet de la biologie et non pas de son objet. Être sujet de la connaissance, si l'a priori est dans les choses. » On admet, l'a priori est dans les choses. Il y a de l'a priori en biologie, même si c'est un a priori non pas transcendantal, mais objectif, c'est le code génétique. Il y a de l'a priori, il y a quelque chose qui est déposé dans l'être du vivant comme un langage, comme un code. Être sujet de la connaissance, si l'a priori est dans les choses, si le concept est dans la vie, c'est être insatisfait du sens trouvé. Canguilhem va montrer que la connaissance biologique reste une connaissance irréductible du vivant, au sens non plus objectif, mais subjectif de ce génitif. Une connaissance du vivant, de la part d'un vivant, qui recherche un sens, qui est certes là, mais qu'il faut quand même chercher, et qui, dans cette recherche, fait l'expérience de l'erreur, Canguilhem dit même de l'errance, du désir, de l'insatisfaction, qui retrouve une subjectivité. Déjà en 1952, dans les aspects du vitalisme, texte capital à tous égards, prononcé en fait en 1947 et publié en 1952, il disait « C'est parce que je suis vivant que je dois chercher dans la vie la référence de la vie. » Mais on le voit bien, on retrouve dans ce texte de 1966 exactement la même question en retour que dans le texte de 1913 de Bergson. Question implicite de la part de Canguilhem, mais très fortement palpable, du retour de l'irréductibilité du sujet vers l'objet de la biologie. De fait, pour Canguilhem, et déjà dans ce texte, et je pense que, évidemment, c'est confirmé, je pense, par la science et la philosophie de la science, la question de l'erreur en particulier, peut-être pas de l'insatisfaction, encore que, en tout cas la question de l'erreur, n'est pas seulement une question subjective chez le généticien, c'est aussi une dimension objective de la génétique elle-même. Le code génétique ne se reproduit pas lui-même dans le vivant concret sans commettre des erreurs. Et les écarts à la norme restent à la fois une dimension irréductible du vivant et la source de son historicité réelle qui le fait échapper, au moins en partie, à la pure déduction logique du code génétique comme tel. Autrement dit, il reste un écart entre le concept et la vie, non seulement chez le sujet de la science, mais dans l'objet même de la science biologique, qui reste en partie historique et qui n'est jamais entièrement logique. L'histoire du vivant n'est jamais entièrement une logique du vivant. Et en 1971, quand Canguilhem rendra compte du livre de François Jacob, paru entre-temps, il insistera sur cette dimension aussi, contre Michel Foucault, que je vais citer dans un instant, d'une irréductibilité de l'historicité du vivant à la logicité du vivant. Irréductibilité qui se traduit
à la fois par le phénomène de la mort ou de l'entropie, mais aussi de la reproduction ou du sexe, Canguilhem retrouvant même d'une manière ironique et profonde les deux grands thèmes d'une certaine littérature des années 60 et 70, le sexe et la mort, mais repris non pas cette fois-ci dans la version littéraire de Georges Bataille, mais dans cette sorte d'irréductibilité du vivant à une machine logique qu'il revendique encore dans ce texte de 1971 tout à fait décisif, d'une formule qui quand même est très parlante, mais dont il faut prendre avec précaution: vitalisme pas mort, même chez les biologistes, même chez les biochimistes. Vitalisme pas mort, même chez les biochimistes. Que veut dire Canguilhem? Évidemment, comme Claude Bernard, comme Henri Bergson, non pas le retour à une métaphysique du principe vital, mais l'irréductibilité d'un écart entre la logique et le vivant, écart que même François Jacob, d'ailleurs, contrairement à ce que le titre du livre peut laisser croire, continue de maintenir. Ce point est très important et je ferai un dernier rappel à propos de Canguilhem avant de venir aux deux savants que j'ai évoqués, c'est-à-dire celui qui fait l'objet de notre rencontre et celui grâce à qui elle a lieu. En effet, Canguilhem, en insistant sur cette persistance du sujet de la science et du vital dans son écart avec la logique, répond non seulement à François Jacob, à la logique du vivant et au code génétique, marqué par le célèbre par l'ADN, par le prix Nobel aussi de Watson et Crick, mais aussi de Monod, Jacob et Lvov. Il répond non seulement à la science, mais il répond aussi à un certain philosophe de la science et de la vie. Et c'est ici qu'il faut dire un mot de 1963. En effet, Canguilhem répond aussi, implicitement, au livre publié par son disciple et ami et devenu interlocuteur fondamental, Michel Foucault, qui publie en 1963 son livre intitulé « La naissance de la clinique », qui est en réalité un adieu et une rupture avec Georges Canguilhem. Rupture dont on n'a pas mesuré la portée sur le moment parce que Canguilhem et Foucault étaient également associés contre des adversaires communs. Mais en réalité, rupture fondamentale. Relisons la première phrase de La naissance de la clinique, qui est un défi à Georges Canguilhem et aussi à Claude Bernard, et à nous encore aujourd'hui. 1963, Michel Foucault, donc première phrase de La naissance de la clinique. Il est question dans ce livre de l'espace, du langage et de la mort. Il est question du regard. Le but de Foucault dans La naissance de la clinique, c'est de montrer que la clinique n'est pas du tout une science ou une technique, un art, comme disait Canguilhem de la médecine, un art du vivant. La clinique, selon Foucault, est au contraire entièrement du côté de la mort. Foucault analyse d'une manière restée célèbre la démarche de l'anatomoclinique, comme il dit avec une ironie très puissante, tournant la clinique vers l'anatomie, qui consiste à ouvrir des cadavres. Et il parle avec une force restée sans égale, et Canguilhem en parle avec émotion de ces pages. Il indique que la clinique n'est pas sous le signe du vitalisme, mais du mortalisme. Elle étudie le vivant sous le signe de la mort. Elle n'est pas du côté du soin, mais du côté du pouvoir. Or, d'une certaine manière, Canguilhem est ébranlé par ce défi, mais on le voit, jusqu'au bout, il maintiendra une irréductibilité du vivant face à côté de son analyse logique, et aussi une irréductibilité de la clinique, elle aussi vivante, dans la physiologie vitale de Claude Bernard, et non pas seulement dans la dissection anatomique, dans la vivisection et non pas seulement dans la dissection, dans la médecine et le dialogue du médecin et du malade, et non pas seulement dans le système biopolitique du pouvoir, tel que Foucault l'a pensé, même si Canguilhem en intègre tous les apports. Il y a donc un double défi, et c'est vrai qu'on peut être surpris rétrospectivement, mais ça n'est pas seulement la délimitation de son objet historique, que la naissance de la clinique de Michel Foucault, qui couvre en réalité dans son étude le moment très précis de tournant du XVIIIe au XIXe siècle, en gros de la Révolution française à Broussais, et un peu à Bichat, que Michel Foucault n'a jamais parlé de Claude Bernard. Et je dirais, et pour cause. Et pour cause, parce qu'en réalité, Claude Bernard est celui qui
empêche de penser la clinique, la physiologie, mais aussi la médecine sous le signe exclusivement de la mort, qui la maintient aussi sous le signe du vivant. Et donc, vous le voyez bien, la question qui se pose ici, c'est implicitement la manière dont Canguilhem, comme Bergson, dans ce geste de retrait imposé par les défis de l'époque, c'est-à-dire par le structuralisme biologique du code génétique et par celui de l'histoire de Michel Foucault, Canguilhem opère ce geste de retrait de l'irréductibilité du vivant vers le sujet de la biologie, mais néanmoins nous invite à penser que ce retrait n'est que tactique en quelque sorte, et qu'il implique aussi une irréductibilité du vivant dans l'objet même de la biologie et de la clinique, de la médecine, qui reste un enjeu décisif. Qu'en est-il aujourd'hui, et qu'en est-il chez Claude Bernard lui-même ? Très peu compétent sur Claude Bernard, je ne ferai que poser une question à la fin de cet exposé, et je voudrais donc partir plutôt d'une remarque sur la lecture de Claude Bernard que nous propose Alain Prochian, et sur aussi la question de son propre vitalisme, en un certain sens, qui, à mes yeux, fait en partie le geste de retrait de l'objet vers le sujet de la connaissance biologique, avec la question aussi de cet éventuel effet de retour du sujet de la connaissance vers l'objet. Je soulignerai ici 3 points. Premier point, il me semble qu'un des apports fondamentaux et une des orientations, mais on n'en a pas du tout parlé, hein, je n'avais pas prévu de le faire, et peut-être je vais subir des réactions critiques très fortes de sa part, mais je prends le risque, hein, en quelque sorte. L'un des apports extrêmement forts de la lecture de Claude Bernard par Alain Prochian, dont l'organisation de ce séminaire porte encore évidemment la marque de cette importance, c'est la minimisation du vitalisme de Bernard, de Claude Bernard, par opposition à celui de Bichat. L'une des thèses très fortes du livre, et je pense qu'il y a un côté un peu fondateur dans sa démarche, et pour nous aujourd'hui du livre publié en 1990 par Alain Prochian, qui s'intitule Claude Bernard, la révolution physiologique, c'est en effet de distinguer radicalement la thèse de Claude Bernard sur la vie de celle de Bichat. On sait que Claude Bernard est décisif aussi pour la conjonction de 2 énoncés très forts et très radicaux que Alain ne cesse de rappeler, et qui sont les suivants. La vie, c'est la création, d'un côté, et la vie, c'est la mort. Mais ce que nous a appris Alain Prochian, c'est qu'il faut absolument distinguer ce deuxième énoncé, la vie, c'est la mort, de l'énoncé célèbre et en effet vitaliste de Bichat, quelques années auparavant, auquel Claude Bernard s'oppose rigoureusement. La vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. En disant la vie, c'est la mort, Claude Bernard ne postule surtout pas une force, et encore moins une force qui s'oppose à la mort. Il dit au contraire, dans tout phénomène organique, il y a un processus de destruction, même s'il y a en parallèle un processus de création, et cette destruction et cette création ne sont pas ordonnées l'une à l'autre, comme si la création résistait vitalement à la mort, comme le pense en effet Bichat. Bichat, dont la thèse comporte donc 2 éléments supplémentaires, l'idée d'une opposition dynamique entre les 2 termes, la résistance, fondée sur une force. La vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Cette thèse est donc extrêmement forte. Il reste ces 2 pôles, mort et création, mais néanmoins dissociés, qui ne relient plus aucune dynamique, ni ontologique, ni existentielle. De là, il me semble qu'on doit... En un sens, il y a donc une suspension du vitalisme. Il s'agit maintenant d'étudier le fonctionnement physiologique de cette création et de cette destruction, point final. Mais dans tous les textes d'Alain Prochian, et notamment dans le dernier, mais aussi dans la petite postface que j'évoquais tout à l'heure, et que je vais citer maintenant, qu'il a bien voulu donner à ce volume, donc Bergson, Claude Bernard, repris donc dans ce centenaire et maintenant ce bicentenaire, il y a aussi l'idée que ce doublet de la création et de la mort se retrouve et peut être encore intensifié
non pas seulement du côté de l'objet de la biologie, mais du sujet de la biologie. Et on peut même dire, à supposer qu'on ne puisse plus parler de mort et de création en biologie, on devrait encore en parler pour le biologiste. Dans cette postface, et ce n'est qu'elle que je ferai, je ne citerai qu'elle, et je vais conclure dans 2 minutes, dans cette postface, d'une manière qui m'a surpris au fond, et en la relisant aussi, c'est d'une manière très forte, à travers la question de la langue naturelle en biologie, qu'Alain retrouve la question du sujet de la biologie. Il y a un écart entre la langue naturelle et les mathématiques. Mais cet écart n'est pas entre une langue poétique comme telle et un outil scientifique, mais entre 2 logiques. Je cite, « La biologie, dit Alain Prochian, doit se servir non seulement des mathématiques, qui restent fondamentales, mais aussi de ce qu'il appelle les outils logiques des langues naturelles. » Nous retrouvons l'idée d'une double logique. Il y a une logique des mathématiques et une logique de la langue naturelle, et la biologie a besoin des 2. Elle a besoin d'être à la fois savant et écrivain. Et je vous cite maintenant Alain Prochian, donc page 43 de ce petit volume. « Je sais le danger de cette proposition qui n'est autre que de faire ressurgir un sujet de la science, ce qui veut dire, à travers la langue naturelle, introduire de la subjectivité dans le discours scientifique. » Et il continue, « Mais pourquoi nier l'évidence ? Quiconque a observé un cerveau de près, et quiconque a entendu un exposé d'Alain Prochian, j'ajouterai, sait de quelle masse sanguinolente il s'agit, nonobstant le fantasme purificateur et puritain du cerveau-machine. Ce que cela signifie, c'est que la dualité de la création et de la mort, à supposer qu'on s'en passe pour faire de la science, pour connaître l'objet, reviendra toujours du côté du sujet, à travers un biologiste, toujours à la fois, je dirais, artiste, et sinon médecin, du moins, je dirais, un peu sommairement humain, dans une sorte de dégoût de la destruction, et de rapport, j'allais dire, affectif, subjectif, à la destruction, de même qu'il y en a un à la création. Et cette dualité de l'artiste et du médecin, disons en tout cas, a ici quelque chose de fondamental. Mais ça m'amène à ma toute dernière question. Parce qu'en fait, je ne voulais justement pas dire médecin, mais je ne sais pas quel mot mettre à côté d'artiste. Et peut-être il faut juste dire biologiste, artiste et biologiste. Mais justement, ici revient la question du médecin. Et ma question, sur laquelle je vais donc terminer, à la fois pour Alain Prochian et pour Claude Bernard, est la suivante. Ce qu'il ne faut même pas appeler un vitalisme, c'est-à-dire cette dualité de la mort et de la création, dans le vivant comme objet et comme sujet. Peut-il être le dernier mot de la philosophie de la vie aujourd'hui ? Autrement dit, ne retrouvons-nous pas, malgré tout, quelque chose d'une opposition de la vie à la mort ? Et l'opposition de Claude Bernard à Bichat, qui a quelque chose de capital, c'est-à-dire le refus de définir la vie comme une opposition, l'ensemble des forces qui résistent à la mort, peut-il être tenu jusqu'au bout ? En un certain sens, il nous faut peut-être renoncer à l'idée de force qui se cacherait derrière cette résistance à la mort, à l'idée d'un élan qui se cacherait derrière cette création dans la vie, renoncer à ces substrats métaphysiques, mais néanmoins, quand on constate que la vie est à la fois création et destruction, ne doit-on pas retrouver quelque chose d'une opposition dynamique entre les deux, à la fois dans l'objet et dans le sujet de la science? D'où ma dernière question qui porte en effet sur le statut de la médecine. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il faut penser le biologiste comme médecin? En un sens rigoureux, de façon très rigoureuse, il me semble, l'artiste et le biologiste font 2 travaux très importants, sont tous les 2 nécessaires, l'écrivain et le mathématicien. Mais qu'en est-il du médecin? La question se pose, à mes yeux, aussi bien pour Alain Prochian que pour Claude Bernard, et c'est sur Claude Bernard que je la poserai en conclusion. Ne peut-on pas dire, en effet, qu'on a peut-être un peu trop insisté dans la lecture de Claude Bernard, aussi bien la lecture des principes que la lecture de l'introduction, sur la démarche expérimentale en médecine, sans insister peut-être assez sur la dimension médicale de l'expérimentation dans la recherche de Claude Bernard. Claude Bernard justifie en effet, à la fois épistémologiquement, mais aussi moralement et politiquement, l'expérimentation par la thérapeutique. C'est toujours
dans la double dimension du normal et du pathologique, physiologie normale et physiologie pathologique, c'est toujours la dimension thérapeutique concrète, l'idée qu'on ne fait de la science que pour améliorer la vie, et spécifiquement la vie humaine, avec cette sorte de rigueur aussi très polémique, déjà à l'époque, de Claude Bernard dans la spécificité de la vie humaine, et qui permet de justifier la vivisection animale. On ne fait de la biologie que pour la médecine. En un certain sens, on retrouverait ici le geste canguilhémien initial de 1943, et ce geste qui consiste à placer en effet la médecine non pas seulement au carrefour des sciences du vivant, mais au nœud de l'ontologie de la vie et de l'ontologie du sujet qui étudie la vie. L'ontologie du vivant et l'expérience même du savant. La question est donc celle de cette persistance de la dimension médicale dans la démarche de Claude Bernard, qui me semble donc rejouer entièrement l'effet de retour de la dimension subjective dans la dimension objective, dimension médicale qui se retrouve peut-être dans la spécificité de la biologie elle-même, telle que Bergson l'avait pensée, dont on sait qu'il disait dans l'introduction à l'évolution créatrice qu'aucune découverte biologique n'est due à la logique pure. Et donc, en effet, on peut se demander encore aujourd'hui, et surtout à travers cette opposition entre la vie et la mort qui continue de persister, si, malgré tout, il ne doit pas rester quelque chose de critique dans la vie, quelque chose comme un vitalisme critique, un vitalisme sans substance, mais quand même d'une opposition au moins subjective entre les deux pôles extrêmes de la destruction et de la création, de la vie et de la mort, dans une filiation elle aussi critique, toujours transformée par l'histoire, de Claude Bernard à Alain Prochian, en passant par Bergson et Canguilhem. Merci beaucoup.